l'actualité à Sikasso, le ministre de l'Agriculture a rencontré les cadres techniques et les professionnels du secteur agricole. Il a été question, bien évidemment, de la campagne 2025. Nous resterons dans les champs pour parler d'un jeune diplômé de l'IPR de Katibougou. Son nom est Alphaki Sissé, natif de Tombouctou. Il possède un maraîcher de 4 hectares. Il cultive de la pomme de terre, entre autres. Le turban, cette identité culturelle chez les Touaregs, intéresse la rédaction ce soir. ORTM Kidal nous amènera en milieu qu'elle Tamashek. Et comme invité, nous recevons ce soir le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, M. Mahamadou Ologem. Il est également le président de la commission de libération des lits et servitudes des marigots du district de Bamako. Vous l'aurez compris, avec lui, il sera question des mesures prises pour faire face aux inondations cette année. Merci de nous suivre sur ORTM 1. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ce dimanche 11 mai. Bonsoir Monsieur Ologem. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous reviens dans un instant, juste le temps de passer quelques reportages. Okay, merci. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, Sadio Kamara a eu une séance de travail avec son homologue russe Andrei Belousov. Les échanges ont porté sur la coopération militaire entre la Fédération de Russie et le Mali. Le ministre russe de la Défense a félicité Sadio Kamara pour sa nomination au grade de général de corps d'armée, une reconnaissance du travail abattu avec professionnalisme à la tête du département de la Défense. Le général de corps d'armée Sadio Kamara a transmis au gouvernement et au peuple russe les salutations et félicitations du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, également président de la Confédération des États du Sahel, à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la victoire de l'ex-URSS sur l'Allemagne nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Selon lui, la présence du président burkinabé témoigne l'importance que l'AES accorde à cet événement. Le ministre Sadio a enfin réaffirmé le soutien de la Confédération AES à la Fédération de Russie dans la lutte contre le nazisme, notamment l'opération militaire spéciale en Ukraine qui, espère-t-il, sera sanctionnée par la victoire de la Russie. Et le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est entretenu avec le président de Russie, Vladimir Poutine. Le renforcement de l'axe Ouagadougou-Moscou est au cœur des échanges, notamment dans le domaine de la sécurité et de l'éducation, entre autres. Bienvenue Taonsan pour le reportage. À Moscou, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ne vient pas tendre la sébile. Le chef de l'État vient parler renforcement des relations de coopération entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso. Une coopération souveraine et fructueuse pour tous, non seulement sur le plan sécuritaire, mais dans bien d'autres secteurs tels que l'éducation. Le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Nous ne serons pas là, peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Le président du Faso peut être rassuré. Le Burkina Faso et la Russie partagent le même objectif face au terrorisme et à l'extrémisme violent, foi du président russe Vladimir Poutine. Son pays, dit-il, continuera à soutenir le Burkina Faso, notamment dans le retour de la sécurité pour sa marche glorieuse vers le développement.
Et ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2025 en cours, une séance plénière se tiendra le lundi 12 mai 2025 et jour suivant s'il y a lieu. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Adoption de procès verbal. 2. Délibération sur le projet de proposition de loi. Et 3. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djeliba Sissoko du Centre international des conférences de Bamako. Célébration ce lundi 12 mai 2025 de la Journée internationale de la santé des végétaux. Le thème retenu pour l'édition de cette année est l'importance de la santé des plantes dans une seule santé. Pour mieux lutter contre les ravageurs et les maladies végétaux, le ministère de l'Agriculture a mis en place certaines stratégies, parmi lesquelles le programme phytosanitaire africain et le certificat phytosanitaire électronique qui est maintenant adopté dans 120 pays. Un reportage de Djemba Moussa Konati. La santé des végétaux est le fondement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle est interconnectée avec la santé humaine, animale et environnementale. C'est conscient de cela que le Mali, à l'instar des autres pays de la Convention internationale pour la protection des végétaux CIPV, célèbre le 12 mai de chaque année la Journée internationale de la santé des végétaux. Cette journée rappelle le rôle indispensable des plantes dans nos vies. Il s'agit, entre autres, de fournir presque tout l'oxygène que nous respirons, fournir environ 80% de la nourriture que nous mangeons et enfin agir comme des pots de carbone pour purifier notre air. Chaque année, nous avons une nouvelle occasion de sensibiliser à l'importance de protéger les plantes contre les ravageurs qui affectent la production agricole, la croissance économique et l'environnement. Le choix de ce thème, à savoir l'importance de la santé des plantes dans une seule santé, vise à établir et promouvoir des stratégies harmonisées pour faire face aux menaces communes. Le programme phytosanitaire africain qui aide les pays à détecter les ravageurs des végétaux d'importance économique et environnementale, l'évaluation des capacités phytosanitaires qui permet d'identifier et d'analyser les mécanismes existants de surveillance et de gestion des nuisibles et maladies des cultures. Et enfin, la solution à travers le certificat phytosanitaire électronique. Rappelons que la FAO et la Convention internationale pour la protection des végétaux, CIPV, ont entrepris des efforts majeurs en vue de garantir que des normes internationales soient élaborées dans le cadre des mesures phytosanitaires. C'est là en vue de promouvoir la santé des végétaux. Et en visite à Sikasso, le ministre de l'Agriculture a rencontré les cadres des services techniques et les professionnels du secteur agricole autour du plan de campagne 2025 et son niveau de préparation. Il a également remis aux producteurs de pommes de terre victimes des inondations du mois de mars une importante quantité de vivres. Le compte-rendu de Sekou Konaté. Il s'agissait au cours de cette rencontre avec les cadres des services techniques et les professionnels du secteur agricole de la région de faire le point des préparatifs de la campagne agricole 2025 et les mesures idoines pour sa réussite. On vient de boucler 2024 qui s'est bien terminé. Pour 2025, il est prévu 661 502 hectares pour un objectif de production d'1 502 808 tonnes. Donc pour un taux de progression d'1% par rapport à l'année dernière. Et le ministre en charge de l'agriculture de saisir ce cadre pour partager avec la région les grandes orientations du département. Le plus important, c'est surtout la gestion des intrants qui nous a été confiée. Il faudrait que nous soyons vraiment corrects dans la distribution et suivre aussi le producteur pour que les intrants qui nous sont donnés puissent arriver vraiment au niveau du champ. Le troisième élément par rapport à la gouvernance, c'est l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, tant qu'on n'évolue pas en équipe, on ne pourra pas atteindre les résultats escomptés. Au sortir de cette rencontre, le chef du département a procédé à la remise d'une importante quantité de vivres, soit 15 tonnes de maïs aux victimes des inondations de la contre-saison de la filière pomme de terre. C'était au mois de mars dernier, sur plus de 300 hectares dans 22 villages. Quand nous avons fait le point, le président de la transition nous a demandé d'assister les victimes
Et c'est dans ce cadre-là que 15 tonnes de maïs ont été données pour en train de les appuyer. Parce que la pomme de terre est devenue un produit stratégique, alimentaire stratégique dans notre pays. Et à partir de la vente de cette pomme de terre, les paysans peuvent faire face à d'autres besoins alimentaires qui ne sont pas dans leur exploitation. Les céréales sont là pour essayer de combler un peu ce déficit. Pour les bénéficiaires et les autorités régionales, le geste est d'une haute portée humanitaire. Je tiens à remercier le président de la transition et le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, qui a permis au ministère de l'Agriculture et au ministre commissaire à la sécurité alimentaire d'assister ces victimes, ces sinistrés de l'inondation qui s'est produite le 10 mars et le 13 mars 2025. On ne cessera pas de les assister et de les sensibiliser, de les orienter. Et parce que chaque fois, il faut être prêt pour ces changements. Nous remercions le bon Dieu, les autorités du pays pour ces gestes de solidarité à notre endroit. Nous souhaitons leur appui et leur accompagnement par rapport au crédit de campagne. Sinon, la nouvelle campagne s'annonce difficile. Aux préoccupations évoquées, le chef du département dit avoir pris bonne note. Il faut signaler qu'au cours de son séjour, le ministre Daniel Siméon Kéléman a visité la chambre froide de conservation de la pomme de terre et le chantier du laboratoire de semences de pommes de terre. Vous le savez certainement, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est aussi en visite à Sikasso et s'est rendue à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Elle a aussi visité 4 entreprises économiques dirigées par des femmes et le périmètre maraîcher de Zamblara. Reportage à Yoruba Diabaté et Suleiman Bamba. Par cette visite de prise de contact avec le personnel des structures relevantes de son département, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en foulant le sol sikassois, veut non seulement s'enquérir des conditions de travail des agents, mais aussi apporter le soutien des plus hautes autorités aux femmes du Kénédougou. C'est ainsi qu'elle s'est rendue à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, où elle a échangé avec le personnel et le syndicat sur les préoccupations du moment. Il s'agit d'être aux côtés de ces populations rurales, surtout les femmes, aussi en milieu urbain que rural. C'est pour dire que les plus hautes autorités pensent aux femmes rurales et aussi aux femmes urbaines. Donc le message clé que j'ai à lancer à l'endroit de ces femmes-là, c'est l'union. Parce que même si il y a les accompagnements, elles-mêmes réalisent de grandes activités, même si il n'y a pas de cohésion, d'unité entre elles, donc on ne peut pas parler de paix ni de paix durable. Poursuivant sa tournée, Madame le ministre s'est rendue successivement à la maison de la femme, de l'enfant et de la famille, au service local de la promotion de la femme, ainsi que dans 4 unités économiques dirigées par des femmes. À Zamblara, dernière étape de cette tournée, Diara Djeneba Sanogo, en compagnie de Madame le gouverneur de la région de Sikasso, a visité le périmètre maraîcher d'1,5 hectare mis en valeur par les femmes de la communauté. Et voir ensemble comment mettre en place, sinon même mettre en place des plans d'action, donc des actions qui vont évidemment contribuer à leur autonomisation économique. Tout au long de cette visite, le ministre a pris le temps d'échanger avec les acteurs locaux pour s'enquérir de leur réalité quotidienne, des défis auxquels ils sont confrontés, mais aussi de leurs doléances. Cette visite témoigne de la volonté du ministère de renforcer les liens avec les structures décentralisées et de soutenir les initiatives locales portées par les femmes. Et nous restons dans les champs. Les projecteurs de la rédaction sont lancés ce soir sur Alpha Kississé. À 29 ans, il s'est lancé dans l'agriculture. Natif de Tombouctou et diplômé de l'IPR de Katibougou, aujourd'hui il possède un périmètre maraîcher de 4 hectares. Le jeune Cissé pratique plusieurs spéculations de culture, le blé, le sorgho, la pomme de terre, entre autres. Avec ses réalisations, il entend contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Pour lui, la terre ne trahit jamais. Sur ses traces, Najim Baba Cissé et Maouloud Tandina. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années.
Âgé seulement de 29 ans, Alfaki Sidi Mohamed, technicien supérieur en agriculture, diplômé de l'IPER de Katibougou, prend très vite conscience des enjeux du développement économique du pays. Ce jeune ambitieux, puisque c'est de lui qu'il s'agit, exploite un périmètre maraîcher de 4 hectares, avec diverses spéculations sur la route de Kabara à Tombouctouville. L'agriculture, franchement, j'ai trouvé ça chez nous. C'est pour cela que je suis motivé et aussi les parents m'ont poussé dans le domaine de l'agriculture et ça a été vraiment ma passion. J'ai la pomme de terre, l'oignon et l'aubergine, la betterave. Il y a aussi les haricots. Issu d'une famille de paysans, notre héros du jour a bien cerné les aspirations des hautes autorités, à savoir faire de l'agriculture un véritable levier de développement, tout en garantissant l'autosuffisance alimentaire. Alfaki a aussi implémenté la culture du blé, la saison écoulée avec un rendement satisfaisant. J'ai les blés durs, tout comme drum. Vraiment, le rendement est à hauteur de souhait parce que par rapport à la production des blés, j'ai commencé l'essai l'année dernière qui a donné 3 à 4 tonnes par hectare. C'est une superficie de 25 sur 20 qui fait 5 mètres carrés. Lui, il a fait une formation d'agronome. Au lieu d'aller attendre la fonction publique pour s'accrocher à l'État, vivre d'un salaire, il s'est vraiment accroché à la terre et vraiment il est en train de tirer le bout du tunnel. Avec ses maigres moyens, il arrive à maintenir la cadence de sa clientèle avec l'aide de 4 jeunes qui l'appuient dans le travail. Ça va. Bon, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, le travail a commencé à avancer un peu. Quand même, il y a des gens aussi qui viennent ici acheter avec nous. Bon, ça va un peu, ça commence à avancer un peu. L'une des contraintes, non la moindre de notre jeune exploitant, est la conservation de sa production. Alfaki a fait une fosse avec un hangar de conservation pratique qui peut tenir 2 à 3 mois. Les difficultés sont énormes. Les jardins n'est pas bien clôturé. Les clôtures se fait en haie morte, les épis. Voilà. Il y a aussi la défécation des animaux. Chaque fois quand l'eau se retire, il y a des animaux qui rentrent et mangent ce que nous avons sémé. Tout n'est pas rose chez notre agriculteur qui affirme ses attentes face aux autorités et appelle ses autres frères à s'impliquer dans l'agriculture pour une bonne croissance économique de la région de Tombouctou. Les autorités doivent créer des micro-projets pour que la jeunesse s'intéresse. Maintenant, si la jeunesse s'intéresse à la filière, ça sera vraiment un atout pour le Mali parce que les armes ou la drogue n'est pas fabriquée au Mali. Et pourtant, les cultures là, on peut bien les produire ici au Mali. On peut bien les produire ici au nord. Les clients de Alfaki sont principalement les femmes qui viennent s'approvisionner puis aller revendre sur le marché. Il livre aussi à des particuliers à domicile. Je le disais dans les titres, nous recevons ce soir comme invité M. Mahamadou Ologem, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Les premières pluies commencent à tomber. Il est donc opportun de parler des dispositions prises pour prévenir les inondations. M. Ologem, une fois de plus, bienvenue à vous. Alors, M. Ologem, vous êtes le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, également le président de la commission de libération des servitudes des lits des marigots du district de Bamako. Dites-nous d'abord quelles sont les missions de cette commission. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, nous avons constaté au mois d'avril les premières pluies qui ont déjà commencé des inondations. Et donc la Commission nationale de libération des lits et servitudes des marigots a pour mission principale de mener toutes les actions nécessaires pour la libération des lits et des marigots pour éviter dorénavant les inondations que nous avons connues dans le temps. Et il faut faire un petit rappel qu'en 2013, nous avons assisté avec des inondations qui ont fait une trentaine de victimes en une journée et avec des pertes de biens matériels dans les quartiers
principalement les quartiers où les marigots, les collecteurs naturels longent le district de Bamako. Donc cette commission a pour mission de prendre toutes les dispositions pour pouvoir libérer les occupations afin d'éviter ces inondations. Voilà, vous l'avez dit, avec les premières pluies enregistrées au début de ce mois, nous avons constaté des inondations dans certains quartiers de Bamako. Mali Météo prévoit également une bonne pluviométrie cette année. Alors, quelles sont les mesures prises cette année pour éviter le drame de l'année dernière? Oui, effectivement, nous avons constaté en 2024 cette crise d'inondation. Et pour cette année, les plus hautes autorités ont pris la décision en mettant cette commission en place afin qu'ils puissent mener les actions afin d'éviter ce que nous avons constaté, ce que nous avons subi en 2024. Et pour cela, cette commission a été mise en place avec comme mission que j'ai bien définie au tout début, mais cette commission regroupe l'ensemble des services techniques, aussi bien les administrations, les collectivités et la société civile. Au sein de cette commission, nous avons toutes les couches socio-professionnelles, la sécurité, je l'ai dit, les services techniques tels que l'assainissement, la direction des routes, la protection civile, la police, la gendarmerie, les légitimités traditionnelles, les mairies, la CAFO, la jeunesse, le Récotrat. Donc c'est un ensemble qui constitue cette commission. Et cette commission également, au sein de cette commission, est divisée en plusieurs sous-commissions pour pouvoir mener à bien la mission qui nous a été confiée. Et donc nous avons mis en place 5 sous-commissions. Une première sous-commission qui est chargée de la communication et de la sensibilisation. Une seconde sous-commission qui est chargée du balisage, du marquage des occupations qui sont dans les lits et dans les servitudes et d'actualiser les données. Et pour rappel, qu'en 2013, avec les inondations, les services techniques de l'urbanisme avaient recensé les occupations le long des 11 collecteurs qui traversent le district de Bamako. Mais chaque année, nous avons constaté une augmentation de ces constructions. Donc cette commission a pour mission d'actualiser ces données. Une troisième sous-commission qui est chargée des questions sociales. Vous savez, nous sommes dans un pays où le social est très important. Donc il y a une commission chargée de la question sociale. Et une quatrième sous-commission qui est la commission démolition. La commission proprement dite pour libérer les servitudes et les lits. Et enfin, une dernière sous-commission qui est la sous-commission juridique. Voilà, ces sous-commissions qui ont été mises en place et chaque sous-commission est à pied d'œuvre pour que l'on puisse arriver à libérer ces lits et marigots. Voilà, vous avez parlé de sensibilisation. Maintenant, on finit le temps de la sensibilisation. Vous allez passer à l'action la semaine prochaine, c'est-à-dire vous allez dégager les lits des cours d'eau. Et quelles sont les mesures d'accompagnement pour les familles qui seront touchées par cette démolition et comment cela va se passer? Ok, merci bien. Effectivement, nous sommes dans un pays où le social est vraiment très important. Et sinon, ces occupations, c'est des occupations illicites. Et parce que c'est le domaine public, les servitudes, c'est une marge de sécurité entre le cours d'eau et les occupations. Donc cette marge de sécurité ne doit pas faire l'objet d'occupation. Comme on l'a dit, c'est le domaine public qui est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Donc tous ceux qui sont dans ces servitudes et lits, dans les conditions normales, conformément au texte, ils doivent libérer eux-mêmes, ils doivent démolir ces investissements à leurs frais et faire dégager les gravats. Mais on est au Mali, c'est le social que ça prime. Donc on a pensé avec le ministère de l'économie et des finances qui a alloué au niveau de notre département un montant qui va servir à prendre quelques mois de location pour ceux qui seront affectés. Tous les ménages qui seront affectés par cette démolition seront pris en charge pendant 3 mois pour qu'ils puissent se reloger le temps qu'on puisse procéder aux libérations. D'accord. Bamako, oui, nous avons vu qu'également les régions ont été touchées par les inondations l'année dernière. Comment cette commission va travailler dans les régions? Effectivement, pour un début, c'est une commission nationale qui est chargée pour la libération des lits et marigots du district de Bamako. C'est une première. Et c'est que dans les régions également, c'est la même commission qui pourront dupliquer
puisque c'est la constitution de cette commission aura la même mission au niveau de ces régions pour pouvoir aller à la libération des lits et marigots. Mais pour le moment, cette commission s'appuie uniquement sur les 11 collecteurs qui traversent le district de Bamako. Vous avez un dernier appel, M. Ologuen? Ah oui. Et nous avons commencé cette mission au mois de mars. Et déjà, les équipes sont sur le terrain pour le marquage et la sensibilisation et la collecte des informations auprès des occupants. Donc, nous leur demandons de faciliter la tâche à ceux qui sont là. C'est pour préserver des vies humaines, les biens matériels. L'année passée, c'était telle famille. Cette année, la météo a annoncé de fortes pluies. Est-ce que ce ne serait pas votre tour? On ne le souhaite pas. Donc, ces missions sont là, c'est pour préserver la vie des Maliens, de toute la population, en même temps leurs biens. Donc, nous leur demandons de faciliter la mission à ceux qui sont sur le terrain. Et un dernier appel qu'on va lancer, nous avons constaté avec les premières pluies toutes sortes de déchets, des ordures que nous avons constatées. Donc, une fois de plus, nous demandons carrément de bouger les collecteurs, les passages d'eau. Donc, nous demandons à une sensibilisation encore pour qu'on puisse sortir de ces systèmes où on jette les déchets, les ordures dans les caniveaux et qui vont aller obstruer ailleurs et créer des inondations que nous constatons. Et comprendre aussi que ces inondations, la plupart de ces inondations, le long de ces lits des collecteurs, c'est des occupations illicites. Et ces occupations, il faut comprendre que souvent c'est des parcelles réelles qui sont sur des plans, mais les occupants ont profité pour grignoter dans la servitude. Et donc ce sont ces occupations qui vont être libérées et ceux qui sont venus construire carrément dans les lits et dans les marigots. Donc ça concerne uniquement ces constructions et qui vont être libérées. Merci beaucoup, M. Ologuen. Mahamadou Ologuen, je rappelle que vous êtes le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, aussi le président de la commission de libération des servitudes et lits des marigots du district de Bamako. Avec vous, il a été question des mesures prises cette année pour éviter les inondations pendant l'hivernage. Suite donc de ce journal, le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Elle marque l'anniversaire de la déclaration de Schuman. Pour l'occasion, une réception a été organisée ici à Bamako par l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Les temps forts avec Ibrahim Kaoukonaté et Toumani Diabaté. 75 ans après la déclaration du ministre français des Affaires étrangères visant à réunir les pays européens, la journée de l'Europe est célébrée dans l'ensemble des États membres pour marquer la date fondatrice de la journée qui est le 9 mai 1950. Nous avons obtenu après quelques décennies un marché unique, une monnaie commune, un espace de libre circulation et une politique étrangère commune. La coopération entre nos États, qui sont toujours souverains, est primordiale pour notre avenir commun. Un texte fondateur qui posait les bases d'une coopération durable des nations européennes afin de garantir la paix après la Deuxième Guerre mondiale. L'opportunité a été saisie par l'ambassadeur pour rappeler la nature des relations de coopération entre le Mali et l'Union européenne. C'est précisément dans un esprit de partenariat que le Mali et l'Union européenne doivent continuer à travailler ensemble. Nous sommes liés à travers des grandes diasporas maliennes en Europe, pas uniquement en France. La soirée a donné lieu à une prestation d'un orchestre de la place. Également dans ce 20h, inauguration de la préfecture de Fana, une infrastructure qui va améliorer la qualité de travail du préfet. Compte rendu, Moustapha Doumbia et Alassane Sangaré. C'est une infrastructure mise à la disposition de la préfecture de Fana par un système de bail. Elle est composée des bureaux, d'une salle de réunion et du logement du préfet. Les locaux sont dotés de toutes les commodités pour offrir à l'administration locale de meilleures conditions de travail. Ce nouveau bâtiment aujourd'hui nous permettra aujourd'hui d'être dans de bonnes conditions de travail, ce qui permettra de rendre un service public de qualité à nos concitoyens. Selon son préfet, le cercle de Fana compte 68 villages et plus de 150 hameaux pour une population d'environ 91 000 habitants. L'exécutif régional de reconnaître les efforts des autorités nationales
en faveur de la réorganisation territoriale. Il convient de remercier les plus hautes autorités de notre pays, en l'occurrence le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour l'aboutissement du processus de réorganisation administrative et les efforts consentis par l'État pour la nomination des représentants de l'État et les équipements mis à la disposition de chaque chef de circonscription administrative. Cette occasion solennelle me permet également de réitérer ma gratitude et les remerciements à l'ensemble des concitoyens de la région de Dioïla, aux autorités de la transition pour les initiatives prises pour la région de Dioïla. L'inauguration des locaux de la préfecture de Fana est marquée par des manifestations folkloriques en présence des sous-préfets et des forces vives du cercle. Leka wule kija. 2025 année de la culture, hommage à toutes ces femmes teinturières et à tous ces stylistes qui se battent pour la promotion de Made in Mali. Parlons à présent de la 9e édition du Festival international Art Femmes à Déguéla, cercle de Kangaba, une initiative de l'association Côté Court. 8 pays participent à cet événement, dont le Burundi, la Guinée, le Sénégal. Envoyés spéciaux, Moussa Kamara et Idrissa Traoré. Déguéla, localité située à environ 80 km de Bamako, accueille pour la 9e fois consécutive le Festival international Art Femmes. Cet événement culturel vise à promouvoir la créativité féminine à travers des arts du spectacle, tout en valorisant la tradition orale. Les ateliers Art Femmes, c'est le pilier de notre festival, qui est la dramaturgie, la régie son et lumière et scénographie, avec des femmes qui sont venues de Burkina Faso, Sénégal, Guinée, Burundi, Gabon, Bénin. Le Festival international Art Femmes, c'est aussi un atelier d'écriture dramatique. En effet, ils sont 4 jeunes comédiens à suivre une formation organisée pour la circonstance. Les textes qui ont été élaborés ont fait l'objet d'une restitution. Agir et inspirer. Le monde est à nous. Que notre force intérieure brille. La marraine de l'édition 2025 a exprimé toute sa satisfaction quant au choix porté sur elle. Je suis vraiment ravie que maman m'ait choisi pour représenter les femmes de Déguéla. Donc l'art, c'est vraiment énorme. Nous prions Dieu pour que l'année prochaine, ça soit encore grandiose. L'édition 2025 du festival coïncide avec l'année dédiée à la culture par les autorités de la transition. Aujourd'hui, nous sommes dans un espace de créativité et de talent qui magnifie le savoir et le savoir-faire, l'imagination de nos artistes. Aujourd'hui, voir toute une commune, en fait, tout un village, en fait, c'est quelque chose qui est réconfortant pour notre pays. C'est par la remise des attestations aux participants à l'atelier de formation en régie son et lumière que la cérémonie d'ouverture du Festival international Art Femmes a pris fin. Mais avant, un prix spécial avait été décerné au ministre de la Culture, Mahmoud Daffé, pour ses nombreuses initiatives. Et à Tombouctou, le directeur national de l'action culturelle a rencontré les acteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme. C'est pour réévaluer les besoins, un projet du ministère de la Culture, de l'Artisanat et de l'Industrie hôtelière du tourisme. Reportage à Saloum Konaté. Ils sont des acteurs de l'artisanat, de la culture et du tourisme de la 6e région à prendre part à ce cadre d'échange initié par la Direction nationale de l'action culturelle à Tombouctou. Cet espace vise à réévaluer leurs besoins auprès des acteurs du domaine. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Mali 2025 porté par le département en charge de la culture. La mission porte sur l'identification, la cartographie des possibilités et des potentialités et identités culturelles de la région de Tombouctou, en vue réévaluer les besoins en la matière. Une des activités de ce projet est la promotion des industries culturelles et créatives en lien avec le patrimoine local. Ce projet qui vise à promouvoir l'identité de la région est apprécié par l'ensemble des acteurs du domaine. Par ailleurs, il remercie le département en charge de la culture
ainsi que les plus hautes autorités d'avoir attribué l'organisation de la Biennale 2025 à Tombouctou. Le Mali a d'énormes potentialités et nous ne devons pas nous faire rêver la vedette. C'est comme par exemple dans le cadre du domaine du tourisme. Nous avons tellement de potentialités, mais tellement nous manquons d'activités, de dynamisme. Le Burkina vient exploiter nos sites touristiques ici, alors que nous croisons les bras. Si nous nous appuyons, nous construisons la culture, on peut construire la paix et la cohésion sociale et le développement, ça c'est certain. Le directeur de la DENAC a félicité l'ensemble des acteurs de la 6e région pour leur engagement en faveur de la promotion de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Et le 8e quartier de Bandiagara vient de faire la réfection de son Toguna lors d'une cérémonie officielle sous le thème Renaissance culturelle et citoyenneté au service du développement. Un reportage de Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo. C'est dans un esprit d'union, de fraternité et de progrès, devise du comité pour le développement du 8e quartier, que les populations de Bandiagara et villages environnants se mobilisent autour d'un symbole fort de leur identité, le Toguna. Ce lieu de parole et de sagesse au cœur de la tradition Dogon, rénové, a retrouvé sa place dans le paysage culturel du quartier. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Notre président, Assimi Goïta, a décrété l'année 2025 année de la culture. Nous aussi célébrons notre culture à travers la réflexion de notre Toguna. Là, c'est une très bonne initiative. Je salue la présence de toutes les autorités et surtout de leur soutien et tous les parents venus de toutes les contrées du pays Dogon. En tant que natif du quartier, c'est une première pour moi de voir toute la ville mobilisée autour d'un symbole de l'un des plus vieux quartiers de Bayangara, de tous ces décideurs. Et aujourd'hui, nous devrons pérenniser et marquer les pas des ancêtres pour vraiment magnifier tout ce qu'ils nous ont légué, afin d'harmoniser notre vivre ensemble. La reconstruction de ce Toguna s'inscrit dans la dynamique nationale impulsée par les autorités de la transition pour faire de la culture un vecteur central de cohésion sociale et de stabilité. Il y a certes des jeunes qui sont là pour transporter les tiges, mais pour autant, ceux qui déposent les tiges ont un savoir-faire en la matière qu'ils ont hérité de nos anciens. Tout ce qui fait aussi la valeur du Toguna en milieu Dogon. Nos plus hautes autorités ont décrété cette année l'année de la culture. L'année de la culture, c'est pas fortuit. Cette activité entre dans ce cadre vraiment de la réaffirmation de notre identité. Nous tenons vraiment à remercier les uns et les autres, surtout les organisateurs de cette activité. En redonnant vie au Toguna, les habitants de Bandiagara ne restaurent pas seulement un édifice, ils ravivent l'âme d'un peuple, réaffirment leur attachement à des valeurs communes et tracent les contours d'un avenir fondé sur la culture et le vivre ensemble. Parlons à présent du turban dans le milieu de Keltamachek. Il permet de protéger l'homme contre la chaleur. C'est également une identité culturelle chez les Touaregs. Ouertem Kidal, Sidi Elmidi Ag Albaka et Moussa Togo. Le port du turban dans la société traditionnelle touareg est plus qu'un symbole. Il marque l'accession du jeune homme Targui à l'âge d'homme Mir. Le principal turban que les Touaregs ont hérité est très différent. Non seulement les longueurs de ces turbans ne sont pas les mêmes, ils diffèrent, et la façon aussi d'attacher les turbans sont diamétralement opposés. Traditionnellement, le port du turban fait l'objet d'une cérémonie rituelle qui consacre l'initiation, l'entrée du jeune homme Targui dans la sphère des adultes. Maintenant, le turban, c'est en quelque sorte une carte d'identité d'un Touareg. On ne porte pas le turban dans les us, traditions, coutumes Touareg à n'importe quel âge. Il y a un âge précis pour avoir droit au port du turban. Cette cérémonie est suivie depuis la naissance, pour vous dire que c'est vraiment quelque chose qui est dans la tradition Touareg. On fait un suivi de la naissance des enfants jusqu'à l'âge du port du turban. Donc c'est pas fait au hasard.
et c'est pris vraiment au sérieux. Chez les Kaltamachak, l'homme qui porte et garde son turban correctement en toutes circonstances force le respect et l'admiration de tous. Et ils doivent prendre le relais, ils doivent être les gardiens des coutumes, des us et de la tradition touareg, dans le respect de l'art. Petite toile noire qu'on attache en général sur les turbans blancs, pour donner une très belle image au turban. Double turban, c'est en général on le rencontre chez les Iwele Meden et les gens du Hogar. C'est une particularité aussi qui donne signe que ça c'est vraiment l'autorité traditionnelle de très longue date et des responsabilités héréditaires. En dehors du contenu culturel traditionnel, il y a dans le port du turban une autre dimension qui est l'adaptation de l'homme à son environnement. Faire face au soleil, au vent et à la poussière, cet élément clé du patrimoine culturel touareg joue un rôle important dans le mode de vie de l'homme bleu du désert. Le Mali est un pays riche en culture. Parlons également de la première journée culturelle de la synergie d'associations culturelles à son, danse traditionnelle, présentation de mets ou encore des potentialités agroalimentaires. Cet événement est placé sous le thème synergie de diversité culturelle, facteur de paix et de cohésion sociale. De sang, Drissa Koni. Comme si on attendait la décision du général d'armée, président de la transition, de faire de 2025 année de la culture pour que des idées émergent. En tout cas, à 100, on peut le dire, avec la naissance de la synergie d'associations culturelles qui a en son sein 7 regroupements culturels. En organisant cette première journée culturelle, chaque association exhibe ici son expression culturelle. Guina Dogon, Tabital Poulakou, le Récotrade, Ania de Gao, le Chimporoko du Miankala, Bois Madou Boro, l'association des ressortissants de Sikasso Arsika. N'est-ce pas là l'enfantement d'une nouvelle ère culturelle dans la région des Sangs, qui n'est pas d'ailleurs le fruit d'un hasard. Comme le témoigne la synergie des ethnies en 1916, ayant remporté plusieurs victoires sur le colon français lors de ce qui a été appelé la révolte des Bois de 1916. Cette révolte est rentrée dans l'histoire grâce à la solidarité de plusieurs ethnies membres de notre synergie d'associations d'aujourd'hui dans la région de Sang. Honneur à nos pères qui nous ont donné la voie de la solidarité, de la cohésion sociale, du bon vivre ensemble et la voie de la paix. D'où le thème de cette première édition, synergie de diversité culturelle, facteur de paix et de cohésion sociale. Ce véritable brassage culturel a procuré de la joie à plus d'un. La culture, ça fait du bien. Tu vois, il y a presque toutes les cultures qui sont là. Surtout les Dogons, ce sont nos enfants. Donc je suis très heureuse. En voyant mes frères Dogono et mes frères Mianka, Senufo, Peul, Sonrail, ensemble ici dans la cohésion pour fêter ensemble cette culture dans notre pays, à 100 précisément ici aujourd'hui. C'est émerveillant. Ne dit-on donc pas que lorsqu'on perd tout, il n'y a que sa culture qui reste? Ce n'est pas le parrain de l'édition, non moins directeur régional de la culture, qui dira le contraire. La culture n'est pas un luxe ni un divertissement marginal, mais une force vive, un socle de nos valeurs et un vecteur incontournable de développement durable. Vous avez montré à travers votre synergie et surtout cette journée la nécessité de vivre en communion et que le Mali dans sa diversité culturelle et ethnique est un et restera un. Un coup d'essai devenu un coup de maître. Ainsi, la synergie d'associations culturelles de Sang peut se targuer d'avoir réussi ce premier challenge.
Et la soirée Gawagang de la comédienne Alima Dioba Togola a tenu toutes ses promesses sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako. Artistes, danseurs, comédiens, chanteurs et autres invités ont massivement répondu à l'appel. Les temps forts de la soirée Gawagang avec Mohamed Namakeita. Sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako, le rythme monte et redescend. Les danseurs suivent parfaitement cette cadence. Une soirée de spectacle mêlée d'humour, de plaisanteries, mais surtout de danse. Les Gawa, j'allais dire, les invités de Alima Togola n'ont pas le temps de s'asseoir, tant les DJ de la soirée et les artistes assurent le show. Pendant une nuit à Bamako, il faut que tout le monde soit comédien. Et donc ça m'a motivé. Et aujourd'hui, la 4e édition, tout le monde joue le jeu. Voir ce public de tout âge. Et vraiment, il y a 4 ans, c'était pas comme ça, quoi. Et je remercie toute la Gawagang sur toute l'étendue du territoire. Plus l'heure passe, plus les Gawas sont motivés. Gawagang se veut être un espace d'expression culturelle où l'âge ne compte pas. Loin des soucis, chacun vient ici pour la vivre pleinement. Alima, c'est une grande dame. De par l'âge, elle est petite, mais c'est une très grande dame. Parce qu'avoir cette initiative, créer un événement comme ça, regarde la jeunesse. Tout le monde prend du plaisir. Je viens tout d'abord soutenir ma sœur, Alima, qui est de la famille, je dirais. Et je viens aussi en tant que comédienne, actrice, jeune. Et je sais que cette soirée concerne les jeunes et vraiment, on aimerait en profiter. Non, franchement, c'est incroyable. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'innovations et ça change d'année en année. Même si on doit dormir ici, on va dormir ici. L'initiative séduit bien au-delà des âges. Jeunes et vieux, chacun exprime son talent. Oh, on est sur les nuages. Vous voyez l'animation, vous voyez comment les gens sont contents, les gens se défoulent et puis c'est très bien, c'est salutaire. Non seulement c'est un espace de retrouvailles, mais également ça permet aux uns aux autres de se défouler. Et puis de créer des contacts, et puis de se relancer souvent même. Ici, personne n'a l'intention de rentrer. Ce sera jusqu'au bout de la nuit, avec la ferme détermination d'évacuer le stress, tout en gardant les sourires. Cette 4e édition aura donc comblé les attentes des organisateurs. Vivement l'édition prochaine, Alima Dioba à Togola. La 2e édition de la Nuit du textile africain se tiendra au mois de septembre prochain au Centre international de conférence de Bamako. Initialement prévu du 16 au 17 mai, les raisons du report de l'événement ont été évoquées par les organisateurs. C'était au cours d'un point de presse. Un reportage, Ibrahim Kaoukonate et Mbarakou Maïga. 2025 est décrété année de la culture par les autorités de la transition. Pour donner un cachet particulier à la 2e édition de la Nuit du textile africain, les organisateurs ont procédé à un léger report de l'événement. Cela en vue d'en assurer une organisation efficiente. C'est avec un grand sens des responsabilités et une conviction profonde que je prends la parole aujourd'hui pour vous faire part d'une décision stratégique et surtout porteuse de promesses, initialement prévues pour les 16 et 17 mai 2025. La Nuit du textile africain est officiellement reportée à septembre 2025. Cette décision n'est pas un recul. C'est un grand pas vers une édition encore plus ambitieuse, plus représentative et plus impactante. 25 pays participants, une centaine d'exposants et une dizaine de stylistes internationaux sont attendus à Bamako pour la Nuit du textile africain. En tenant notre événement en septembre, la Nuit du textile africain s'inscrit pleinement dans cette dynamique culturelle continentale. En septembre 2025, marquera également le 60e anniversaire de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. À travers elle, nous voulons rendre hommage à toutes celles et ceux qui créent, innovent et préservent les savoir-faire textiles africains. Cette coïncidence symbolique donne une dimension encore plus forte
à notre événement. Le thème que nous avons retenu, textile africain, impact culturel et économique, est plus que jamais d'actualité. C'est aussi l'occasion de vous annoncer l'ouverture très prochainement de l'Institut des arts et métiers de la mode de Bamako par la haute couture Marikaba. Ce rendez-vous des professionnels du secteur du textile est soutenu par le département en charge de l'artisanat, de l'entrepreneuriat et du commerce, ainsi que l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Après la culture, place au sport et le rendez-vous. Abdelkarim Kaba, bonsoir. Bonsoir Khadia Toukoné, bonsoir à tout le monde. Football féminin, les huitièmes de finale de la Coupe du Mali sont à l'honneur. Et oui, chez les dames, ainsi plusieurs rencontres ont été disputées cet après-midi au stade Vincent Traoré de Kati. L'AS Saramaya gagne 2-0 face à l'AS Momo de Sikasso. Akaï Tigresse de la localité a été battu 1-5 par l'ASL de Bamako. Amopti ATS de Koro chute lourdement à domicile, 0 but contre 14 devant les Amazones de la commune 5. À Bougouni, l'AS Police s'impose 12-0 face aux Tigresses. L'AS Lanaya perd 0-10 face à l'AS Mandé. C'est par ce même score de 10-0 que l'ISFAS l'emporte devant Centro UFC. Et l'AS Entente de Serakoro Megatana gagne 8-0 face à l'Amberstar de Maïna. Et football toujours ce dimanche, l'actualité était marquée par le 4e classico de la saison en Liga espagnole entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Le FC Barcelone s'impose une nouvelle fois face au Real de Madrid 4-3 au terme d'un classico exceptionnel et s'ouvre une voie royale vers le sacre en Liga. Lamine Yamal et ses coéquipiers disposent désormais de 7 points d'avance sur leur adversaire du jour à 3 journées de la fin du championnat. 4 confrontations cette saison et 4 victoires du Barça. Et en 4 matchs contre le FC Barcelone, les Merengues ont encaissé 16 buts contre les Blaugrana et ont marqué 7 seulement. Les Madrilènes n'avaient même pas trouvé le chemin défilé lors du premier classico de la saison. C'était au Bernabéu en octobre 2024. Et boxe, ce vendredi, le stade municipal de Niamey a réuni les nations de l'AES et la Russie autour d'un événement sportif qui est la boxe. L'ONG Ensemble Main dans la Main, Niger-Russie, en collaboration avec la Fédération nigérienne de boxe, a organisé ce tournoi international de boxe. C'est dans une ambiance fraternelle marquée par l'esprit de coopération que s'est tenue la compétition. Reportage signé Issa Ousmane et Mohamed Amadou Hamidou. Des jours de combat, une arène réhabilitée et des nations unies par le sport. C'est au Boxing Club Dodo Sanahori, situé au cœur du stade municipal de Niamey, que s'est déroulé le tournoi international de boxe Gala AES Russie, une rencontre sportive organisée par l'ONG Ensemble Main dans la Main Niger-Russie et la Fédération nigérienne de boxe dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire de la victoire de la Russie lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette activité a pour but principal non seulement de commémorer le 80e anniversaire de la victoire de la Russie à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de renforcer les liens d'amitié entre la Russie et les pays de l'AES. En rénovant ce boxing club, l'ONG Ensemble Main dans la Main Niger-Russie apporte sa pierre à l'édifice afin de consolider le travail déjà accompli par la Fédération nigérienne de boxe et aussi encourager les jeunes combattants afin qu'ils atteignent le niveau de nos icônes internationales. Le gala a réuni des pugilistes venus du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de Russie. Une soirée intense placée sous le signe de la fraternité et de la performance. L'occasion aussi pour la Fédération nigérienne de réaffirmer l'importance du sport dans le renforcement des liens entre les pays de l'AES et la Russie. Nos vifs remerciements vont à l'endroit des principaux artisans de cette fête, à savoir l'ONG Ensemble Main dans la Main Niger-Russie, au ministère de la Jeunesse et des Sports du Niger, pour l'accompagnement technique à l'endroit de nos invités du Burkina, du Mali et la Russie. Cette cérémonie regroupe 2 pays,
la Russie et l'AES. Parce que le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont un peuple. Nous sommes un même pays. Au programme, 6 combats répartis selon les catégories. Des duels spectaculaires chez les 67 kg, des autres en poids moyen à 75 kg. Et pour clôturer, 2 affrontements chez le 90 kg avec une intensité digne des grandes compétitions internationales. À l'issue de la soirée, des médailles d'or, d'argent et de bronze ont été décernées aux meilleurs boxeurs. Et Abdulkarim Kaba, ce soir, faisons la découverte d'une discipline, le Shirunjuru, qui est un style de karaté provenant d'Okinawa au Japon. Oui, elle arrive à bien prononcer Shirunjuru Karaté Do. Eh bien, ce style est créé en 1946 par Shia Kokiri Izataka. Eh bien, ce style art martial, parmi tant d'autres, il est basé sur l'éducation de la volonté et de la maîtrise physique du corps. Il se pratique sous 2 formes, le combat et le kata. Moussa Diabaté et Suleiman Keïta sont allés à la rencontre des héritiers de cette discipline au Mali. Le Shirunjuru Kenkokan Karaté Do est l'un des styles de karaté do japonais le plus récent, introduit au Mali dans les années 80 par les duos de maître Alain Hordebeu du Canada et de Alassane Maïga du Mali. La discipline Shirunjuru Kenkokan Karaté Do vient de l'île d'Okinawa, principalement de l'île de Kudaka. Et elle a été créée par Anchi Kori Izataka, qui est le fondateur et le créateur du style, et qui a par la suite formé son fils, qui a été son héritier, Anshi Mazayuki Kukan Izataka. Et Izataka, dans son parcours, il a essayé d'étendre le Shirunjuru à travers le monde. Et c'est là qu'il avait un disciple, maître Alain Hordebeu, qui était au Mali, qui est venu au Mali dans les années 80 et qui a rencontré maître Alassane Maïga, qui a pris le relais et qui est vraiment celui qui a implanté le Shirunjuru Kenkokan Karaté Do au Mali. Cette discipline se distingue aussi par son écusson, sa tenue blanche avec 2 bandes rouges et noires. Déjà, vous avez le blanc, tout blanc du kimono qui symbolise la paix. Et vous avez les 2 bandes, rouge et noir. Le rouge qui symbolise le courage et le noir qui symbolise la persévérance. L'image que vous voyez, c'est l'image du casque de protection qu'on utilise pour faire les combats. Maintenant, sur la poitrine, vous allez voir le symbole du Shirunjuru Kenkokan Karaté Do, qui est le point au milieu de ces 3 demi-cercles. Donc c'est le Senshun, le Sushin et le Zanshin. Donc c'est des éléments qui déterminent la concentration, la flexibilité et autres. Actuellement, les maîtres sont fiers de voir la discipline Shirunjuru propagée partout au Mali. Le Shirunjuru Kenkokan Karaté Do. J'y arrive. Merci bien, Abdulkarim Kaba. Et vous serez là également demain pour la présentation du 13h. Inch'Allah. Voilà donc ce communiqué avant de boucler cette édition. Le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2025 en cours, une séance plénière se tiendra le lundi 12 mai 2025 et jour suivant s'il y a lieu. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Adoption de procès verbal. 2. Délibération sur les projets et propositions de loi. Et 3. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djili Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako. Et à suivre dans nos programmes ce soir, question d'actualité sur les états généraux de la santé, des assises qui ont recommandé de refonder le système de santé au Mali. Ces états généraux de la santé tenus du 4 au 19 décembre 2024 à travers tout le territoire national ont été l'occasion d'une large concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur de la santé et du développement social. Ils ont permis de dresser un état des lieux exhaustif du système sanitaire malien. Il s'agit de pallier les insuffisances de notre système de santé et de préconiser une augmentation significative du nombre de professionnels de santé, entre autres. Sera Batili reçoit le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr Abdoulaye Guindo, et 2 autres professionnels de la santé. Ça sera après l'émission Défense citoyenne. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre constante fidélité à la passion du service public. Demain commence une nouvelle semaine. Entendons-la avec détermination, car nos grands-pères disaient que même dans le désert, une graine peut devenir un arbre si elle refuse de mourir. Le Mali pour tous et tous pour le Mali. Bonne fin de soirée à tous.
Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Frala forfait internet kan tuguni songo korolina kemo keme fo bidru frankan dira awma aka forfait internet kan bidru forfait obe jiga keme flani binani ma keme nani forfait obe jiga nani ani murumuru duruma aw yini la jeli krenkene diabo forfait internet kan frankan be di awma fo chien fla keme kononto forfait otume be jiga shegima ni la jeli kama obe jiga tani woroma wa fla forfait otume be jiga mugani wolulama ni la jeli kama obe jiga bisabani duruma aw ni forfait internet kura la kodo ibe jazz ke 555 jazz option 3 jazz jazz kasoraka okedi. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. Dugu Corona Sigida Dola